L'ère des médias dans laquelle nous vivons favorise le maintien de cette illusion réaliste. Les émissions radiophoniques et télévisées de vulgarisation des sciences portent à croire que les énigmes de l'univers sont plus ou moins résolues. Et des ouvrages de vulgarisation soutiennent que l'on peut connaître et comprendre la réalité absolue. Le fait que les scientifiques les plus reconnus du siècle dernier ont tous, d'une manière ou d'une autre, considéré leurs théories explicatives comme des modèles hypothétiques, a généralement peu d'écho, non seulement dans les médias, mais aussi malheureusement dans les écoles et les institutions d'études supérieures qui devraient assurer l'initiation des étudiantes et étudiants aux diverses disciplines scientifiques et surtout à la pensée scientifique en général. Cet état de choses me semble fournir une bonne raison pour jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'épistémologie. Au début de la philosophie occidentale, c'est-à-dire à l'ère des présocratiques, quelques penseurs soupçonnaient déjà que le réalisme et ses prétentions objectivistes étaient insoutenables. Ainsi, le scepticisme, les sceptiques ont nié avec persistance une telle possibilité pendant plus de 2 millénaires. La plupart des philosophes ont reconnu l'irréfutabilité des arguments des sceptiques. Néanmoins, ils ont continué à espérer trouver le chemin qui mènerait à une vérité incontestable à propos du monde réel. Mais les chemins qu'ils ont choisis mènent toujours au royaume de la métaphysique, c'est-à-dire ils impliquent tacitement une forme quelconque de croyance mystique. La célèbre métaphore de la grotte de Platon est un bon exemple. Dans cette fable, les êtres humains sont enchaînés dans une grotte dont ils ne voient pas l'entrée. Devant eux, sur le mur de la grotte, ils voient des ombres à partir desquelles ils doivent devenir ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais Platon a ajouté que Dieu avait installé des vérités latentes dans l'âme des humains et que, s'ils apprenaient à se servir de leur intuition, ils parviendraient à acquérir des vérités à propos du monde réel. Cette métaphore est puissante car elle représente de manière poétique une situation plausible. Mais elle ne montre pas que cette situation ne peut être décrite que par un Dieu, car seul un Dieu pourrait savoir ce qu'il y a au-delà du champ de l'expérience humaine. Le philosophe italien Giambattista Vico a dit cela d'une très belle façon au début du XVIIIe siècle. Et je cite, Dieu connaît le monde parce qu'il l'a créé. Les êtres humains ne peuvent connaître ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Le traité duquel cette affirmation est extraite est le premier manifeste constructiviste. Quelques 70 ans plus tard, Immanuel Kant écrivait dans son célèbre ouvrage La critique de la raison pure, la raison humaine peut uniquement se saisir ce qu'elle a elle-même produit selon ses propres plans. Je répète ça parce que c'est une expression, je crois, très très importante. La raison humaine
peut uniquement saisir ce qu'elle a elle-même produit selon ses propres plans. Cependant, ni Vico ni Kant n'ont réussi à ébranler la croyance générale selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, on devrait pouvoir découvrir comment le monde réel est réellement. La persistance de cette croyance tient, à mon avis, à ce que nous avons tous de nombreuses connaissances auxquelles nous faisons confiance lorsque nous nous demandons comment agir. Par exemple, quand nous descendons un escalier, nous ne doutons pas que les prochaines marches se trouveront là où elles doivent être. Nous manifestons le même genre de confiance dans une grande variété de contextes. Ainsi, l'autre jour, quand j'ai pris la route pour Québec, je n'avais pas de doute qu'elle me portera ici et que je trouverai la belle ville que j'ai connue lors de mes visites précédentes. Une telle confiance dans la permanence des objets et des circonstances est essentielle dans la vie de tous les jours, même si les choses ne se passent pas toujours comme on les avait prévues. Nous avons simplement besoin de croire que, dans l'ensemble, le monde dont nous faisons l'expérience est un monde stable. Mais cette croyance ne devrait jamais nous amener à supposer que ce monde dont nous faisons l'expérience doit être semblable à une réalité située au-delà de cette expérience. Comme j'ai déjà souligné, les grands scientifiques du siècle passé étaient conscients de cette impasse épistémologique. Les physiciens, par exemple, doivent bien sûr supposer que le monde dont ils font l'expérience et qu'ils observent de manière expérimentale est un monde stable. Mais cette supposition, peu importe jusqu'à quel point elle fonctionne, ne permet pas de conclure que leurs explications peuvent rendre compte d'une réalité qui serait indépendante de l'observateur. Cette position agnostique peut être justifiée en vertu de toutes sortes de considérations épistémologiques. Mais comme je veux me centrer sur les concepts, je citerai plutôt ce que Albert Einstein a écrit il y a 50 ans. Et je cite, « Les concepts physiques sont des créations libres de la pensée humaine et ne sont pas, même s'ils semblent d'être, uniquement déterminés par le monde extérieur. » Du point de vue constructiviste, créer des concepts est une forme de construction. Et quelles que soient les circonstances, une construction engage la réflexion, c'est-à-dire la prise de conscience des connexions que l'on peut faire en coordonnant des éléments sensoriels ou des opérations mentales. Piaget parle généralement de coordination, et celle-ci est évidemment effectuée par un esprit, un mind, un agent actif. Un très grand nombre de ces coordinations deviennent rapidement des habitudes et sont alors accomplies sans que l'on en soit conscient.